Yep, moi c'est Luc, de retour aux sources Bigorre. Parce que le meilleur moyen de savoir réellement ce qu'on mange, c'est encore d'aller vérifier par soi-même, j'ai décidé de vous amener avec moi à la rencontre des producteurs passionnés et engagés avec lesquels je travaille. C'est parti? Allez! Aujourd'hui on est à la ferme Lalac, on va visiter avec Franck le proprio comment il fait la production de A à Z, on va essayer de vivre une journée type. Et puis voilà, on y va. Et bonjour Franck. Salut. Franck Lalac de la ferme Lalac. Tu vas nous faire visiter ta ferme? Et bien voilà, aujourd'hui, vous allez profiter de notre journée de travail de tous les lundis habituels et un peu tout le rythme qu'on a sur l'exploitation et vraiment voir tous nos maillons de la chaîne. Super. Voilà. Par quand on commence? Et bien on va démarrer, on va certainement partir dans les laboratoires où vous allez voir un peu toutes nos découpes et tout le travail qu'on fait dans nos laboratoires. Parfait. Allez, on est bon. Allez. Et les petites Charlotte, donc on va visiter le séchoir. C'est là où tu fais sécher toutes les salaisons et tout ça. Voilà, exactement. Je vais vous montrer un peu exactement comment ça marche parce que c'est des choses très compliquées. Donc il faut maîtriser pas mal de choses. Donc suivez-moi, on va voir tout ça. Super, allez. Rentrez, ici c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Donc ici, ben voilà, on est dans un séchoir traditionnel. Ça veut dire qu'on on fait multiples produits à l'intérieur avec des séchages quand même qui sont assez longs. Ça veut dire qu'on peut faire des produits comme ceci, de la copa, on peut faire des saucissons, on peut faire des ventrèches ou plates ou roulées, les saucisses sèches, les chorizo. Et ici, en fait, c'est une pièce où vraiment on vient contrôler des vents à l'intérieur, de l'hygrométrie. Il faut, parce que comme nous, on travaille toutes les semaines et qu'on a des abattages toute l'année, et bien en fait, il faut pouvoir toujours contrôler. Alors, l'hiver, on chauffe à l'intérieur, on maintient une certaine température. Et après, l'été, par contre, on vient refroidir. Et pour pouvoir créer une ambiance, un peu ce qu'on retrouve dans les caves d'affinage de fromage ou autre. C'est exactement la même chose. Sauf qu'en viande, il y a un peu plus de complications, il y a des choses à respecter et des protocoles à respecter pour justement avoir un produit identique et bon à la consommation. Connaître chez nous, on travaille tout avec tout du boyau naturel et tout sans conservateur. Donc c'est que chez nous, vous allez trouver ou des saucissons plutôt marron, verdâtre comme ceci, ou des saucissons très fleuris. En fait, ce qui vient se faire au-dessus du saucisson, c'est de la fleur naturelle. Et chez nous, vous allez trouver des saucissons qui sont plutôt ouverts ou blancs. Ça dépend de la situation où se trouve le saucisson. Selon le vent qui lui arrive dessus, plus il a du vent, plus il reste teinté comme ceci. Et par contre, moins il est couvert et moins il a de vent, plus il a tendance à fleurir un peu plus. Okay. Et ça, c'est une particularité des séchoirs comme ça traditionnels. C'est que le produit, vous n'allez pas vous le retrouver homogène, comme dans l'industriel, où il les roule dans le salpêtre pour avoir un aspect toujours pareil. Nous, ils sont différents. Et chez Retour aux Sources, vous allez avoir des produits qui sont plus ou moins blancs. Ouais. Et du coup, ça ne change pas du tout le goût. Mais par contre, ça prouve que c'est bien du naturel. Et c'est des process compliqués. D'abord, pour faire un produit comme nous, mettons le saucisson, si on prend l'exemple du saucisson, c'est des viandes bien particulières. Nous, on garde vraiment que les noix d'épaule pour pouvoir faire un saucisson très maigre et très rouge. Et ça donne un goût bien particulier, souvent qui ressemble à du saucisson de coche qu'on peut trouver dans le commerce, mais un goût bien particulier, avec minimum 2 ans de séchage. Donc ça veut dire qu'un cochon qu'on a élevé chez nous, qui est né chez nous, on part pour 1 an et 2 mois d'engraissement. Et après, on repart à 2 ans d'affinage. Ça veut dire que quand on mange une tranche jambon chez nous, ça fait 3 ans qu'elle a déjà été, qu'elle est née dans nos maternités. Et donc, il y a beaucoup de temps d'affinage et du coup, beaucoup de stock. Et en même temps, pas mal de trésorerie immobilisée avec un retour sur l'investissement qui est assez long. Ok.
Donc, Et, saucisson, copa, ouais. ventrèche plate, roulé, Voilà, les ventrèches saucisse roulées. sèche, Vous chorizo. retrouvez voilà, des chorizos, des Fumer les produits comme chorizos un ceci. Des chorizos, des gros chorizos pour faire la cuisine. enfin, moi. Tiens, Quel bonheur. goûte ça. On va passer au caméraman aussi. Et ça, c'est les trucs, tous ces produits-là à un saucisse sèche, c'est les produits, comme on fait des produits très maigres qui sèchent beaucoup plus vite. Ça, au Et magasin, je lui mets régulièrement une branlée à saucisse sèche. Quand tu attends le client, un bout de saucisse sèche, la Souvent, journée se passe mieux. Souvent, c'est le soir, juste avant de commencer la fermeture. Hop, un petit bout pour se donner un peu de force. Et puis après, passer le ménage et tout ça. C'est ça. C'est un filet mignon. Exactement. Waouh. C'est très rare. Enfin, on n'en a vraiment pas beaucoup. Ça, c'est les produits. J'imagine. Quand on ne le vend pas en frais, c'est toujours pareil aussi. Dans le cochon, rien ne se jette, tout est bon, on le sait bien. Et donc, si un jour, en boutique, il nous reste quelques filets mignons, on les met à sécher et du coup, ça fait un produit d'exception pour couper ouais, bien tranché, en hyper tranches, fin. exactement, sur une salade gasconne ou autre. Ça, c'est un produit vraiment sympa. Mais on n'en a pas beaucoup. Ah, tu m'étonnes. On Ouais. n'en a pas beaucoup. Oh, je l'ai pas vu. C'est noté ou c'est pas noté? C'est marqué cher à côté. Eh bien, ici, c'est principalement la salle de découpe. Donc, on vient vraiment découper toutes nos carcasses et pour pouvoir après retrouver des produits finis, entre guillemets, prêts à mettre dans votre poêle ou dans votre assiette. Donc, on vient trier des parties de viande vraiment sur la carcasse parce qu'il faut savoir que de la saucisse ou du saucisson, ce n'est pas du tout les mêmes viandes. Il y a vraiment un tri à faire, vraiment des choses spécifiques ou nos viandes à pâté pour faire nos conserves. Donc en fait, on vient faire de la découpe, c'est principalement venir trier les viandes pour faire des tas bien séparés, que ça soit pour du produit, du pâté, du saucisson, et puis après aussi tous les produits qu'on a en découpe, c'est-à-dire tout ce qui est côtelettes, travers de porc, filet mignon, voilà un peu toutes les choses que vous allez retrouver sur du cochon. Voilà, donc là on est... Donc là, avec ça, tu sors combien en quantité de viande à peu près? Ah, sur un cochon, ça dépend du poids qui fait vif, mais souvent un porc, tu as 70 kg de viande et il faut savoir que tu as tous les os, toutes les têtes qui partent après pour notre boudin. Et donc, il faut savoir que chaque découpe, dans le porc, tu n'as pas du tout de perte. Chaque petit morceau peut servir à quelque chose, quoi. Dans le cochon, tout est bon. Exactement, c'est exactement ça. Donc ouais, là, c'est un joli filet mignon. Exactement, tu vois, tu commences à devenir connaisseur, quoi. Donc là, tu as des côtes, filet mignon, un bout de jambon. Voilà, et bien oui, vous reconnaissez bien sûr la patte arrière du Ah. cochon où on va venir récupérer notre jambon. Il y a une toute petite partie là qu'on appelle l'araignée aussi, c'est un tout petit morceau de 100 grammes par porc qui est excellent. Ça, tu te la gardes. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, non, hein, c'est le morceau du charcutier, ça. Et puis après, on revient sur tous les travers et bien sûr les longes avec la côtelette qu'on peut tirer sur les côtes. Voilà, mais ça, il faut faire plein de petits bouts pour que ça ressemble à quelque chose et que le client il retrouve vraiment le bon produit qu'il veut. Bon, allez, et après, quand vous faites de la découpe sur nos produits, comme un retour aux sources, vous allez arriver à trouver des produits tout mis sous vide. Et donc, le fait de le mettre sous vide, ça permet de garder des DLC beaucoup plus longues. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est que ça se conserve plus longtemps. Et notamment en viande fraîche, Là, on va partir avec une douzaine de jours pour pouvoir consommer son produit. Et c'est une machine qui vient enlever l'air en fait autour et
qui permet de faire de la plus longue conservation, quoi. Passer une fois dans la boutique, tu vas retrouver tes produits, peut-être, ça va remettre, peut-être c'est un visuel comme ça. Complètement. Je vais aller allumer, allez-y. On a nos clients qui se font un petit tour en campagne avant de venir nous voir. Ouais. Et c'est vrai qu'avec un magasin comme chez toi, ça permet au moins, et au Tarvé et tout, de découvrir vraiment les produits qui viennent du nord du département. Et ça nous fait un petit pied. On en voit pas mal de monde. On dit, ah, mais où c'est qu'on vous retrouve? Eh bien, à retour aux sources, il y a ce qu'il faut, vous pouvez y aller. Et, parce que souvent, c'est un frein aussi d'avoir des bornes à faire. Et c'est un frein pour pouvoir venir nous voir, quoi. Parce que toi, c'est une fois par semaine ici? Ici, ouais, on est ouvert tous les vendredis et une fois par semaine. Ouais. On a recréé cette boutique justement pour pouvoir avoir quelques produits d'autres producteurs qu'on met en avant. Et les choses de base des Hautes-Pyrénées, le haricot tarbé, voilà. Tout à fait. Quelques bières, quelques produits de notre voisine qui fait du fromage de chèvre, voilà, un peu les choses du terroir, quoi. Chez toi. Ah ouais. Ouais, mais on les voit bien quand même, c'est tout plat. Ouais, c'est pas mal quand même. T'as pas de colline ici, c'est comme le cadre. Petit cochon. Ça va, petit cochon? Où tu veux manger? Tu veux manger? Donc on est avec un tout petit élevage de porcs, parce qu'on n'a que 70 mères. Et normalement, pour un élevage de porcs, c'est minimum 200 voire 300 mères. Mais nous, comme on voulait vraiment aller au bout du produit, eh bien, on a diminué l'élevage. Mes parents, autrefois, ils étaient plutôt avec de l'industriel. Eh bien, quand je me suis installé, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc du coup, on a fait l'inverse, on a diminué le nombre de porcs. Et on est venu faire, pour aller jusqu'au bout de la chaîne, que ce soit de l'élevage, du naissage, du porc en liberté et la transformation pour arriver au bout du produit et qu'on ait vraiment le contact avec nos clients. Ouais, Et nos revendeurs comme toi. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans l'élevage de porc chez nous? On a gardé exclusivement les truies à l'intérieur dans des bâtiments. Pourquoi on a ça? Bon, il y a deux choses. Il y a déjà le confort pour les animaux, parce qu'il faut savoir que voilà, l'hiver il pleut, il fait froid. Et pour les petits porcelets là, qui font 500 grammes, ils ont besoin d'une température, d'un endroit sec. Et aussi pour le confort de l'éleveur, parce que pareil, nous aussi, quand il ne fait pas chaud, on aime bien être à l'abri. Et donc en fait, ici, on retrouve les mères qui sont en gestation et en porc. Souvent, les gens ne connaissent pas. On travaille en bande. Ça veut dire qu'on a 3 bandes sur l'élevage. Et c'est, on fait voilà, un roulement. Toutes les 7 semaines, on sait qu'on va avoir 24 truies qui vont mettre bas en même temps. On va aller voir la maternité, comme ça c'est plus parlant. On va aller voir les tout petits cochons. C'est ça, pour pouvoir avoir des petits. Ça crie fort ces machins. Ah ouais, en fait c'est la peur qui... Au bout d'un moment ils se calment, mais ils ont le cœur qui tape à 10 000. Ouais. Un peu comme ça qui va en faire une bonne vingtaine, et une autre plus maigre qui va en avoir 4 ou 5. Et bien, on va prendre les pieds de lui et l'emmener à l'autre. Et à ça, vraiment partir en lactation qu'on appelle, qu'ils puissent se nourrir et grandir tranquillement. C'est ça, moi le matin, je suis parti ce matin, mais elle, ça fait un moment qu'elle voit le jour, mais bonne poule au pot, ça quand même rien à voir, quoi. Tu t'es pris des coups nus. Ah oui, ouais, pour les productions d'œufs, là, c'est pas mal. Donc une des particularités de la ferme Lalac, c'est que tu produis tous les aliments avec lesquels tu nourris les cochons. C'est ça, exactement. Donc, tu es aussi céréalier. Voilà, exactement. En fait, c'était des questions que je m'étais posées très longtemps. C'était j'aurais pu passer en bio. Nous, ici, on a une exploitation qui n'est pas en bio, mais qui est en raisonné. Ça veut dire qu'on essaie de diminuer au maximum tous les produits phytosanitaires. Et par contre, le fait de quand même produire assez à l'hectare, ça nous permet d'être autonome au niveau de l'alimentation des porcs. Ça veut dire qu'on va se faire notre blé, on va se faire notre triticale,
nos soja, nos maïs, et ça permet d'être autonome et de savoir ce qu'on donne à manger vraiment à nos animaux. Et le fait de se faire sa propre alimentation, ça se retrouve dans l'assiette. L'animal, il n'a pas le même goût si tu leur donnes telle ou telle chose à manger, quoi. Et c'est aussi en partie grâce à ça que tu arrives à sortir des prix raisonnables. Exactement, on évite toutes les inflations qu'on connaît maintenant dans la céréale. Et ça permet de lisser la chose et de pouvoir vous proposer des produits toujours assez homogènes en tarification et surtout avec un autre goût, quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup ici, on appelle ça une fabrique d'aliments. C'est un bâtiment qui nous sert vraiment à stocker toute la céréale pour pouvoir être autonome toute l'année, quoi. On vient vider dans une fosse de céréales les céréales et ça repart avec des transferts avec des vis. Des vis sans fin. Voilà, exactement, et pour pouvoir nous faire du stock pour l'année. Et là, ça permet qu'ils aient une alimentation saine et surtout qu'ils n'aient pas de carence, quoi. Et cette machine, ça nous permet en fait, de faire aussi de l'aliment qui est toujours frais. Le fait de le fabriquer chaque fois, que ça dure maxi 4-5 jours, l'aliment. L'aliment, il est frais, c'est un peu comme un produit quand on cuisine chez soi. On le trouve toujours meilleur quand il vient d'être fait que réchauffé. Ouais. Et le fait de broyer régulièrement des céréales, Il perd pas les nutriments. il perd pas les nutriments et il est plus appétant et donc les animaux, ils ont plus envie de manger et ils se nourrissent mieux, quoi. Nous, on a quand même gardé une mentalité, entre guillemets, on préfère travailler raisonné, mais que ça produise quand même, que avoir des choses très aléatoires qui dépendent, parce que nous on est bien sûr très dépendant de la météo, donc on ne se dit pas sur le planning, telle semaine on fera telle chose. C'est que des fois le matin on ne sait pas exactement sur quoi on va partir ou quel boulot on va faire. Il faut vraiment être attentif à tout, au sol, à tous les éléments. Donc en fait, produire. Si tu voulais, tu pourrais même pas passer en bio. On pourrait passer en bio, c'est pas ça, c'est d'autres avantages et d'autres contraintes. Est-ce que tu arriverais à nourrir tout ton cheptel toute l'année si tu passais en bio? Non, on n'aurait pas assez de superficie. Donc en fait, c'est soit tu fais du raisonné et tu arrives à être indépendant, soit tu fais du bio et là, il faut après compléter avec des coops, des choses comme ça. Exactement. Et puis après, sans pour prêcher pour ma paroisse, mais les viandes bio sont très difficiles à vendre, à commercialiser. Et moi, le truc que je voulais, c'est de pouvoir voir mon premier voisin venir me chercher de la viande et qu'on puisse discuter du beau temps, du quartier. Et c'est vrai que si on se lance dans une chose positive aussi, qui est le bio, mais j'allais peut-être pas avoir autant en local de gens qui avaient la capacité de venir nous chercher. Voilà, c'est pas des produits aussi accessibles et très aléatoires, quoi. Tout à fait. Le problème du bio, la météo est très compliquée, on le voit avec des dérèglements, et donc du coup il faut vraiment que ça soit des choses très raisonnées, mais avec des productions qui sont très aléatoires. Aujourd'hui, on le voit encore, ou en plein hiver, toutes les inondations qu'on voit, il faut savoir stocker l'eau quand elle tombe, et pour pouvoir la réutiliser au moment de l'été, et pour pouvoir vraiment faire à nos céréales. Alors il y a des gens qui sont un peu contre l'irrigation, c'est peut-être leur point de vue, mais par contre il ne faut pas perdre dans l'esprit que si vraiment un jour on n'irrigue plus dans nos vallées, tout ce que vous mangez, ça ne se fera plus ici, ça viendra d'ailleurs, quoi. Si on n'a pas l'irrigation dans toutes nos plaines, on ne peut pas faire nos céréales, donc on ne peut pas élever des animaux avec nos céréales, donc il faudra les faire venir d'ailleurs. Et si vous faites le bilan carbone de faire venir des céréales d'Argentine, je veux bien, mais à un moment donné, il va falloir quand même se rendre compte que pour pouvoir produire, il faut nous laisser faire certaines choses qui, à mon avis, ne sont pas des choses mauvaises, quoi. Parce qu'en fait, le débat, c'est est-ce qu'on laisse le cycle de l'eau pour laisser faire la nature et essayer d'encourager un peu la biodiversité naturelle, ou est-ce qu'on rétentionne un petit peu
Ouais, pour ben pouvoir voilà, cultiver, le débat il pour est pouvoir très, nourrir la il est très population. large, mais voilà. Ouais. En premier, je pense que quand même, on entend parler souvent des souverainetés alimentaires, de pouvoir nourrir nos pays et nos hommes. Ça passe par là, ouais. Ça passe par là, quoi. L'irrigation, ça permet d'avoir un minimum de choses pour pouvoir arriver à produire et arriver à rester en local. Je continue de parler d'irrigation. L'agriculture, elle a vachement évolué ces dernières années et on se rend compte que malgré des efforts qu'on fait au quotidien, des choses qui nous semblent vraiment réellement positives, on a tendance à nous taper assez souvent sur les doigts pour nous dire qu'on fait des choses pas raisonnables. Alors qu'il faut se rendre compte, il y a eu une évolution. Vous pouvez même regarder dans le cadre, on est quand même en agriculture un des gros producteurs d'électricité aussi, qui nous a permis de mettre du matériel à l'abri et de faire des choses plus concrètes pour nous, mais aussi pour l'environnement. Et l'irrigation fait partie à part entière de ce cycle de vie des cultures. Et on ne pourra jamais produire quelque chose sans irrigation. Ça ne sert pas qu'à nous. On a une partie justement qu'on va faire maintenant pour produire vraiment que pour notre partie agricole. Et c'est en train de se mettre en place. C'est des investissements qui vont arriver justement pour qu'on arrive à être autonome et partir vers là-bas alors. Essayez de ne pas trébucher. C'est ça. Ah, mon pauvre, celle-là, elle a vu des choses. Tu m'étonnes. C'est ma voiture quand j'étais jeune. Ah, putain. Elle me suit encore pour l'instant entier, mais Elle va mourir après. un jour elle va s'arrêter, quoi. Donc là, c'est un des parcs où tu as tes cochons. Et bien voilà, alors comme je vous disais, ici par contre tous les porcs sont élevés en plein air. Et nous on a une particularité, on fait des gros cochons, des cochons qui ont 1 an et 2 mois d'engraissement. Du fait qu'ils soient en liberté, Contre- ça prend plus de temps déjà pour qu'ils grossissent, parce que bon, ils mangent bien mais ils se dépensent. Et donc le fait qu'ils se dépensent, ils mettent plus de temps à grossir, quoi. Contre, sur un élevage un peu intensif, c'est quoi? C'est 6 mois? Oui, voilà, en Voilà. principe 6 mois, 7 mois, grand maximum, quoi. Ici, ici, on a la chance d'avoir des parcours, que ce soit ou des parcours d'herbe ou des parcours dans les bois. Les cochons, ils sont nourris avec les céréales. Il ne faut pas croire que parce Non. qu'ils sont en liberté, Ils sont qu'on ne leur donne pas à manger, quoi. Ouais. Il y a des gens qui pensent que le fait de les lâcher, c'est pas les cochons de Corse. Ah, ils sont pas assez herbivores. On peut se permettre Exactement, ça avec, non, mais des vaches et des chevaux, ça fait un complément ce qu'ils trouvent dans le sol. Je veux dire, ils vont même manger de la terre, des choses comme ça. Mais pour se nourrir, ils ont besoin d'une ration bien spécifique et pour pouvoir s'engraisser correctement. Parce qu'il faut savoir aussi qu'un animal qui souffre de malnutrition et tout ça, il va mettre plus de temps, mais la viande aussi, elle sera moins bonne d'un animal Bien qui sûr. souffre par rapport à un animal qui profite vraiment de tous les atouts de la céréale. Et donc voilà, là on retrouve nos porcs. Normalement, c'est des animaux assez curieux. Au bout d'un moment, bon, ils ne vous connaissent pas, donc Ouais. ils ne vont pas venir de suite. Mais c'est des animaux qui sont assez curieux et viennent régulièrement au contact. Quand moi je passe dans les parcs, ils me tournent autour. J'en ai 50 derrière qui me suivent, quoi. Et ils restent toujours en troupeau. Ils vivent ensemble. Principalement, ouais. Ouais. Il n'y a pas de solitaire. C'est généralement là, c'est assez rare. Ils sont tous ensemble. Mais des fois, il y a des petits groupes de copains, entre guillemets. Et tu en retrouves 5-6 d'un côté, 5-6 de l'autre. Ils ne restent jamais tout seuls, quoi. En fait, ici, là, le parcours, il fait 7 hectares. Ouais. Et il y a 120 porcs dessus, quoi. Putain, c'est bien. Ouais, c'est vraiment extensif, quoi. Ah ouais. Tu vois, en fait, principalement, ils vivent dehors là, le matin. Ouais. Après, parce que Ils sortent à 7 ils heures, ont, quelque chose comme ils ont ça. 3 repas par jour ici, en fait. Ils connaissent les heures, même sans montre, ils sont plus Ouais. à l'heure que nous, quoi. Ils savent quand c'est qu'ils vont avoir le repas.
et ils vont se rapprocher naturellement des bâtiments, aller faire le repas et principalement faire une grosse sieste derrière. Bien, en fait, tu vois, comme je vous explique, vous avez nos cochons en liberté, mais il faut savoir, quand il fait chaud ou qu'il fait froid, les cochons ils aiment bien se mettre à l'abri. Donc on a des bâtiments où ils reviennent à l'intérieur se mettre à l'abri du froid ou du chaud, quand il fait vraiment soleil. Ils font le tour du bâtiment et ils rentrent à l'intérieur et ils viennent se nourrir à l'intérieur des bâtiments. Et donc ils ont accès à cette forêt aussi là? Exactement, on leur change les parcs et de temps en temps ils sont dans les bois, de temps en temps ils sont dehors. On privilégie plutôt l'hiver dans des parcours quand il n'y a pas trop de soleil, donc dans des parcours beaucoup moins ombragés. Par contre l'été quand il fait chaud, on privilégie vraiment les bois, comme ça ils se mettent à l'ombre, ils font leur sieste tranquillement. Donc c'est pas tout ouvert, c'est toi qui fais la rotation Non, on fait la rotation au fur et à mesure des saisons et des bandes qui passent. Voilà, le temps que ça repousse, le temps. On voit bien que dans le bois, là, ils n'y sont pas allés. Il y a beaucoup de vigueur, mais il faut savoir qu'eux, ils vont se refaire les chemins, ils vont refaire leur parcours et ça va être vraiment tout bien mangé à la fin de leur bande. Ça y est, on a fait un bon tour de la ferme. Merci Franck pour avoir pris ton temps. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Du coup, on se retrouve autour d'un petit saucisson avec une petite bière, histoire de continuer les discussions. J'ai quelques questions à poser à Franck. Et bien voilà, c'est sûr qu'on passe du travail des champs et de la ferme et des laboratoires vers un moment de plaisir. Ça fait toujours du bien de se retrouver autour de bonnes choses avec des bonnes personnes qui essaient de promouvoir nos produits et les efforts que vous faites pour vendre nos produits. Et surtout, n'hésite pas, si tu as des questions autres sur mon exploitation, je serais ravi d'essayer de te répondre. Oh, je pense que tu vas t'en sortir, il n'y a pas de questions pièges. Oui, donc présente-toi, t'as quel âge? Eh bien, malheureusement, j'ai déjà 44 ans. Oh, t'es un jouvenceau. J'ai déjà 44 ans. C'est vrai que moi, je me suis installé dans l'agriculture en 2003. Ça fait déjà quelques années. Ça fait déjà quelques années. Et c'est vrai que j'avais une vision de l'agriculture qui était vraiment autre que l'ancienne génération, que mes parents. Mes parents étaient plus dans une agriculture qui leur a été aussi un peu imposée, mais vraiment pour nourrir, faire des volumes, des préparations, des choses pour nourrir la planète. Et moi, ça, c'était pas quelque chose qui me tenait à cœur. Et je voulais vraiment changer un peu la méthode de production, le modèle de production, pour revenir vers des choses beaucoup plus rationnelles. Notamment, mes parents élevaient des porcs, mais après envoyaient tout ça à des coopératives et on n'avait jamais le contact avec nos clients de ce qu'on avait fait, de notre produit à la fin. Et par contre, j'avais des parents qui avaient une grosse ouverture d'esprit et qui m'ont, entre guillemets, laissé les rênes et m'ont dit si tu veux faire ça, on change l'exploitation complètement. Et c'est vrai qu'on l'a changé complètement et on est passé à déjà en premier lieu avec des porcs en liberté, se faire des stockages pour nos céréales, se faire nos laboratoires. J'avais des parents qui avaient de très très bonnes connaissances en charcuterie et ça, avant qu'ils partent à la retraite, ça se sent dans les pâtés. Il faut vraiment l'exploiter parce que les vrais goûts des recettes des grands-parents et tout ça, il ne fallait pas perdre cette historique gustatif. Et c'était quelque chose qui me tenait à cœur, qui a fait évoluer l'exploitation. On était vraiment avec une main-d'œuvre familiale dans toutes nos exploitations. À une époque, elles ont commencé à grossir, on a commencé à développer des choses et on est arrivé à créer des emplois. Donc, chez nous, on a 5 personnes à plein temps qui travaillent avec nous et qui nous aident dans la tâche qui est assez lourde, parce que, moi je dis toujours, on voulait tous les maillons de la chaîne, on les a, mais c'est beaucoup de travail. Et du coup, tu as au moins 3 métiers là. C'est ça. Éleveur, céréalier et commercial aussi. Oui, exactement.
c'est quelque chose où il a fallu s'adapter aussi, parce que notre métier de base est de produire, mais pas forcément d'aller jusqu'au bout de la démarche et de devenir exactement commerçant et avec, toi tu sais ce que c'est avec un commerce, la comptabilité, c'est des choses où on est un peu multitâche et donc c'est très varié dans la journée, on peut passer de commerçant à aller dans les champs, aller dans l'élevage, se remettre dans les papiers, c'est très varié. Comment tu vois l'avenir au niveau de l'élevage, de tes façons de faire? Est-ce que tu vois des évolutions à faire, des choses à changer? Des évolutions, il y en aura, il y en a toujours, mais après il ne faut pas perdre de l'horizon que ce qu'on fait aujourd'hui, on est dans le vrai, quoi. On sait que les mentalités vont quand même évoluer, que les gens vont se remettre un peu en question par rapport à ce qu'ils mangent ou les volumes qu'ils mangent. Et moi, je suis persuadé qu'on est dans le vrai et que les gens feront l'effort de venir nous voir ou voir dans ta boutique pour essayer de remettre, quand on parle de fabriquer en local et de manger local, on ne peut pas y être au plus près, quoi. Donc tu vois un avenir positif pour ce qu'on fait, toi comme moi, tu vois les choses évoluer dans Exactement, pas forcément, on va pas faire des volumes énormes, mais par contre, on va respecter des choses qui nous semblent logiques et notre clientèle, elle reste dans un cadre qu'elle vient chercher chez nous et donc je pense qu'ils seront toujours au rendez-vous, quoi. Dernière petite question, je pense. En ce moment, on entend parler d'une peste porcine qui arrive. J'ai un autre producteur qui va sûrement devoir changer son mode de production plein air pour les mettre en intérieur pendant au moins un moment. Est-ce que toi, tu vas être touché? Est-ce que tu vas avoir des choses à faire? Alors, sur les problèmes sanitaires qu'on peut connaître aujourd'hui en France, on a la chance de ne pas avoir été impacté par les problèmes sanitaires, notamment de la peste porcine. Par contre, on sait très bien que c'est pas parce qu'on a des animaux ou en liberté ou en bâtiment. Si un jour il doit y avoir une problématique, ça sera certainement tous les élevages qui seront impactés. Et sachant que nous, on a un élevage en port en liberté, où les problèmes peuvent venir de l'extérieur. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans plein d'élevages, il y a des camions qui transportent des choses, qui viennent, qui peuvent transporter des maladies. Donc personne n'est à l'abri de tout ça. Et on suit toujours ça de près, l'évolution. On espère que ça sera quelque chose où on passera entre les mailles, mais on n'est jamais à l'abri d'un problème sanitaire, notamment de peste porcine, quoi. Si on t'oblige à arrêter de faire du plein air, à laisser les porcs dedans, tu continueras? Je pense que ça sera quelque chose qu'on n'arrivera plus à nous obliger, parce que on vit aussi avec l'historique qu'on connaît des crises dans le canard, dans les volailles, de grippe aviaire, où on s'est bien rendu compte que même des animaux fermés, ils attrapaient la maladie pareil. Donc on ne connaît pas tous les aboutissants, mais on voit bien qu'en fait, il y a des facteurs spécifiques du en liberté ou pas liberté qui respectent pas certaines règles et qui font exploser certaines maladies, quoi. Ok. Donc, mais parce que pour le canard, on voit qu'il y a des crises à répétition, les lois deviennent plus sévères, plus contraignantes et tout ça. Il y a des choses qui sont prévues. Donc ça n'empêche pas d'élever en plein air, mais ça le rend quand même très très difficile. Oui, ça rend difficile, ça rend beaucoup de contraintes aussi à l'éleveur. Souvent on parle de produire sain pour nos consommateurs, on y est en plein dedans, mais il faut savoir qu'il y a certaines contraintes, que ce soit environnementales, qui coûtent très cher, qui pénalisent beaucoup les petits producteurs comme nous, et des choses qui permettent pas forcément que ces petites exploitations se développent avec des choses très carrées, côté qualité, côté gustative, mais avec un peu des pénalités avec toutes ces mises aux normes et certains process qui nous sont mis en place, mais qui malheureusement des fois ne fonctionnent pas, quoi.
Mais ça te fait pas peur. Ça ne me fait pas peur parce que je pense qu'on sera dans le réel, on saura réagir, le jour venu. Il faudra se poser les bonnes questions et rester dans le droit chemin qu'on a toujours été chez nous sur la ferme. Et je pense que tant qu'on reste comme ça, on trouvera des choses qui feront évoluer les métiers et en essayant on n'est jamais à l'abri, mais de rester avec des animaux sains sur l'exploitation. Pour moi, c'est bon. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu aimerais un message à passer, quelque chose à dire? Non, le message à passer, c'est vraiment continuer à nous faire confiance. On est dans des démarches de qualité, j'ai pas peur de le dire, extrêmes, avec des choses très rationnelles. Continuez à venir nous revoir, que ce soit ou chez nous à la ferme, ou chez Luc à Retour aux Sources, parce que c'est là où vous pourrez avoir quelqu'un en face qui vous renseigne sur quelque chose qu'il connaît. Et donc, quand on connaît, on a beaucoup moins peur et surtout, on fait le bon choix. Ok, ben, merci beaucoup Franck. De rien, merci d'être venu. Pour tout ce que tu fais toute l'année avec tes cochons, tes produits qui sont toujours excellents. Je sais que je peux te faire confiance. Je sais qu'il n'y aura jamais de choses bizarres. Je sais que les porcs seront toujours élevés en plein air, que les produits seront toujours bons, toujours livrés au bon moment en plus. Au bon moment. Monsieur est ponctuel. Donc merci pour tout ça. Merci pour cette journée, tout le temps que tu as pu nous accorder avec toutes ces explications. J'ai trouvé ça passionnant. Eh bien, très bien. Merci de vouloir le découvrir. Avec grand plaisir, c'était passionnant. Merci à l'agence Craqueo aussi, Thomas qui est derrière la caméra. Parce qu'on l'a pas beaucoup vu, mais il était beaucoup là, il a bien travaillé. Donc merci Toto. Je vais faire un... Ouais, ça fait plaisir. Eh bien, merci à vous qui avez regardé. J'espère qu'on devrait se retrouver pour d'autres vidéos, d'autres fermes à visiter, d'autres exploitations. N'hésitez pas à partager ce que vous avez vu si ça vous a plu, c'est une grande aide. Si on peut intéresser un maximum de gens possible à notre cause, ce sera déjà une belle victoire. Donc à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.